C'est l'info, l'invité de la semaine. Intermarché en remet une couche. Lancée dans une campagne de prix ultra agressive, l'enseigne proposait en début de semaine dans ses rayons des paquets de 86 couches de la marque Pampers à 7,18 € au lieu de 23 €. Une promo a provoqué des scènes où les clients jouent des coudes pour obtenir le plus de l'eau possible. Et déjà la semaine dernière, Intermarché avait bradé des pots de Nutella à 1,40 € au lieu de 4,50 €. Dans les deux cas, une super offre à 70%. Et cela n'est pas fini puisque les mousquetaires se sont engagés dans une vaste opération promotionnelle jusqu'au 11 février baptisée les 4 semaines les moins chères de France. On va en parler avec Philippe Moati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université Paris Diderot et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Alors, en théorie, les ventes à perte sont interdites. En pratique, on voit bien ici que la loi a dû, en tout cas, soit mal être comprise, soit mal respectée du côté de chez Intermarché, hein. Mal comprise, j'en doute. En soi, je n'étais pas dans le secret des dieux, hein, mais soit il y a des failles dans la loi et Intermarché s'est engouffré dedans, soit l'enjeu en valait la chandelle en quelque sorte. Peut-être que l'amende qu'il y aura au bout valait le coup, enfin valait d'être payée par rapport à l'écho que cette affaire a pu avoir auprès du public et l'impact que ça a certainement sur l'image prix de l'enseigne, car il faut avoir conscience, hein, que ce qui décide un consommateur de choisir telle ou telle enseigne pour faire ses courses du quotidien, c'est premièrement le prix, deuxièmement la proximité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à un secteur où la différenciation des enseignes est quasiment nulle. Le Nutella que vous l'achetiez chez Intermarché ou chez Leclerc, c'est exactement le même. Et leurs marques de distributeurs sont encore aujourd'hui assez peu différencier les unes des autres. Donc en fait, les consommateurs sont rationnels quand ils préfèrent aller au plus près ou au moins cher. Donc l'image prix d'une enseigne est absolument essentielle, sachant qu'effectivement c'est l'image prix plus que le niveau des prix qui compte, parce que nous avons une rationalité limitée en tant que consommateurs et en fait nous faisons une image générale de la compétitivité prix d'une enseigne sur la base de l'observation d'un petit nombre de prix qu'on a en tête, auxquels on est vigilant parce qu'on achète régulièrement ces produits-là. Et typiquement, les produits qu'Intermarché a choisis comme cible pour son opération de promotion, ce sont des marqueurs de l'image prix. Et donc le pari d'Intermarché, c'est d'apparaître de la sorte comme étant le champion des prix bas, et on sait que c'est effectivement un élément qui est susceptible de lui faire gagner des parts de marché. Je ne pense pas qu'ils avaient anticipé le ramdam médiatique que ça provoque, et on verra avec le temps si c'est pour eux une publicité positive ou négative. Oui, et effectivement, pour confirmer vos propos, 9 Français sur 10 sont prêts à changer leur comportement d'achat pour payer moins cher. La pratique est donc fréquente chez les distributeurs, quels que soient les produits. Et finalement, qui recherche réellement ces promotions? Y a-t-il une typologie ou alors c'est tous les Français de toute catégorie sociale? D'abord, ce sont les Français qui fréquentent la grande distribution alimentaire et qui la fréquentent pour l'essentiel de leurs approvisionnements. Alors, faut savoir que le taux de pénétration des hyper et des super, il est proche de 90%, hein, donc c'est monsieur, madame, tout le monde, mais plus ou moins, hein, plus ou moins. Et on a ici une manifestation d'ailleurs d'une sorte de réaction d'une enseigne à une dynamique depuis quelque temps qui est assez négative pour les grandes surfaces. Ils ont déjà beaucoup perdu de terrain sur le non alimentaire face à d'autres types de commerces. Et on commence à voir des signes d'érosion de leur position sur l'alimentaire, ce qui est plus grave, parce que c'est vraiment leur cœur de marché. Donc, c'est important pour eux d'arriver à restaurer une forme de légitimité. Et effectivement, historiquement, la légitimité de la grande distribution, c'est de se battre sur le terrain des prix. Et donc, ils vont toucher là en particulier les consommateurs qui sont les plus fidèles au concept de la grande distribution et qui, par ailleurs, sont les plus sensibles au prix. Alors, je voudrais pas tomber dans la caricature et faire de la sociologie de bazar, hein, mais c'est plutôt des classes moyennes ou des classes populaires, hein. L'évasion hors des grandes surfaces se fait plutôt par le haut de la pyramide sociale. Et les chasseurs de promotion, vous en avez de deux sortes en réalité, hein. Vous avez des foyers qui sont vraiment en grande difficulté économique et pour lesquels les courses, ça se joue à 1 € près. Et ce sont des gens qui élaborent des véritables stratégies, hein, qui vont mettre tous les catalogues sur la table et qui vont décider d'acheter tel produit ici, tel produit là-bas, en fonction de l'actualité des promotions. Et donc pour eux, effectivement, des promotions comme ça, c'est du pain béni, hein. Et puis vous avez j'ai envie de dire plutôt le tout venant,
qui est pas insensible aux promotions, alors qui est pas obligé de se mettre sur de se battre avec son voisin pour choper le pot de Nutella avant lui, qui va pas forcément découper systématiquement les bons de réduction, mais qui, quand il passe devant une tête de gondole avec des promotions alléchantes, se laisse séduire parce que tout le monde est un peu vigilant à ménager son pouvoir d'achat et que on sait bien qu'il y a une forme de péréquation des prix qui sont opérés dans les commerces et notamment les grandes surfaces alimentaires et que les promos ici sont compensés par des marges plus élevées là-bas. Et donc, si on veut être un consommateur responsable, il faut effectivement être vigilant à tout ça et essayer le plus possible d'acheter en promo sans pour autant avoir des comportements irrationnels qui consistent soit à surstocker à la maison, soit à taper sur son voisin pour en avoir plus que lui, quoi. Donc c'est un peu tout le monde avec des degrés divers. Si j'ai envie de dire, il y a une dernière couche de la population qui fréquente avec moins d'assiduité les grandes surfaces, qui sont assez indifférents à tout ça. Et là, c'est plutôt d'ailleurs une cible de clientèle qui est travaillée par certaines enseignes plutôt haut de gamme. Je pense à Monoprix en centre-ville, par exemple, qui joue les promos, parce que ça fait partie du commerce, mais qui est beaucoup moins dans ce terrain de jeu-là. Oui, alors face à tout cela, le gouvernement, Philippe, souhaite faire évoluer la situation, notamment en encadrant ces fameuses promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces. Et un projet de loi a d'ailleurs été présenté mercredi dans la lignée des états généraux de l'alimentation, ce qui veut dire que, par exemple, la formule un produit acheté, le deuxième offert ne fonctionnera plus, tandis que la formule deux produits achetés, le troisième offert continuera à fonctionner. Et puis des promotions de moins 70%, comme on les a vues, ne pourront en théorie ne plus réapparaître. Que pensez-vous de la réaction du gouvernement ? Elle est juste et elle est salutaire pour tout le monde, en réalité, y compris pour les enseignes, parce que la guerre des prix a été déclenchée dans ce petit monde de la grande distribution en 2014. Donc ça fait un petit moment que ça dure et c'est un secteur qui, jusqu'à très récemment, a été déflationniste. Ça veut dire que si on calcule l'indice des prix, non pas à l'échelle de toute la consommation des ménages, mais uniquement sur la base de ce qui est vendu par les grandes surfaces, on est sur une logique de baisse des prix, pas de réduction de l'inflation, j'ai bien dit de baisse des prix. Ça veut dire que et dans un contexte de marché un peu difficile, eh bien, les distributeurs se sont battus avec les armes qu'ils connaissent le mieux, les prix, et ça a eu un effet finalement délétère pour tout le monde. J'ai envie de dire, d'abord peut-être paradoxalement, sur les consommateurs, parce qu'à court terme, on est plutôt content effectivement de pouvoir remplir notre caddie pour moins cher, mais comme en fait, ils n'ont pas simplement baissé les prix, mais ils ont surtout joué sur la surenchère promotionnelle, bah, ça contribue à brouiller un peu les repères des Français sur c'est quoi un prix, c'est quoi un prix juste en particulier. Autant on peut comprendre que il puisse y avoir des variations de prix en fonction des circonstances, que faire des réductions, ça fait partie de la vie du commerce. Autant quand on est attaché, comme le sont beaucoup de Français, à l'idée que le prix est le reflet de la valeur, on ne comprend plus du coup comment un produit peut être vendu avec une décote de 70%. Manifestement, il y a quelque chose de pathologique. Et alors là, ce cas est extrême et spectaculaire, mais il faut savoir qu'un article d'habillement sur deux est vendu à un prix barré. Et on a vu au moment des soldes, on barre tout de suite violemment. C'est pas 10 ou 20%, c'est d'entrée de jeu. On commence avec des 30, des 40, des 50%, quoi. Donc, au total, nous perdons, nous, le consommateur, nos repères sur la valeur des choses. Et on se met à douter. On se met à douter. Donc, on n'est pas complètement idiot. On se doute bien que du coup, il faut bien que les vendeurs gagnent leur vie, quoi. Donc, s'ils bradent à tel point un certain nombre de produits, on se met à douter du prix qu'ils ont barré ou de la marge qu'ils réalisent sur les produits dont ils ne barrent pas le prix. Donc, nous devenons un peu, malgré nous, même si on n'a pas de goût particulier pour ça, des chasseurs de bonnes affaires, parce qu'on sent bien que si on ne fait pas attention, c'est nous qui allons quelque part sponsoriser ceux qui achètent systématiquement en promotion. Donc c'est assez inconfortable d'être sans arrêt dans un climat de défiance, de devoir faire attention, de devoir arbitrer, de devoir rechercher, ça devient compliqué d'acheter. Ça devient compliqué d'acheter, et donc finalement c'est assez inconfortable, avec toujours le sentiment qu'on se fait couillonner, et ce qui, par ailleurs, nourrit un sentiment de défiance entre les consommateurs et les enseignes qui veulent leur rendre quelque chose. C'est pas sain, c'est pas sain ça. C'est nuisible aux enseignes elles-mêmes, parce que pour alimenter cette guerre des prix, fondamentalement, elles sont obligées d'y mettre de leur poche, donc leur marge se contracte, et puis comme sur l'alimentaire en tout cas, les besoins sont saturés, c'est pas parce que vous baissez les prix que vous allez vendre plus en quantité. Donc en fait, l'effet de cette baisse des prix n'a pas été une stimulation du marché. Il y a eu un effet inattendu qu'il faut quand même saluer au passage, c'est que ça a permis à un certain nombre de consommateurs de monter en gamme.
C'est-à-dire que finalement, les économies qu'on a fait en voyant les prix baisser, c'est traduit par le fait qu'on s'est mis à acheter des produits un peu plus chers, un peu plus qualitatifs. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais au total, le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires depuis cette guerre des prix, le chiffre d'affaires étant la combinaison de prix moyens et de quantité vendue, ben, est relativement flat, quoi. Donc ça n'a pas profité à ce secteur et ça a certainement pénalisé sa rentabilité parce que les marges s'y sont usées en quelque sorte. Et puis au final, comme justement ils n'ont pas envie que la guerre des prix, ça se traduise surtout par une baisse des marges, les distributeurs se sont tournés vers leurs fournisseurs pour obtenir des conditions d'achat plus favorables. Alors les gros fournisseurs peuvent tenter de résister, tant bien que mal, et si c'est plutôt mal que bien, eh ben, à leur tour ils vont se tourner vers leurs fournisseurs pour acheter moins cher. Ce qui fait qu'au bout du bout, que ce soit directement ou indirectement, c'est souvent le plus petit, le plus faible ben, qui est mis à contribution, et on sait, on sait le sort qui est réservé depuis quelques années à nos agriculteurs, notamment les petits producteurs laitiers, éleveurs, etc. Et ce sont les victimes collatérales de cette guerre des prix. Donc il y a un moment, si la logique individuelle nuit à l'intérêt collectif, et c'est exactement ce qui se passe, au sein de la grande distribution, si c'était un cartel, ils se seraient mis autour de la table, ils auraient dit stop, on arrête, ça vaut pas le coup. C'est comme les prospectus, si vous voulez. Tout le monde sait que c'est une ruine, que ça n'augmente pas la taille du marché, mais s'il y en a un qui arrête alors que les autres continuent, c'est la catastrophe. Donc il faudrait que tout le monde arrête en même temps. Ben, c'est pareil pour la guerre des prix, il faudrait que tout le monde arrête en même temps. C'est très difficile à décider parce que c'est le fameux dilemme du prisonnier, hein, c'est le passager clandestin, on a intérêt à ce que les autres respectent la discipline pour pas la respecter soi-même. Donc c'est typiquement le genre de situation où on a besoin d'un arbitre. Et donc je crois que l'État est dans son rôle et que tout le monde quelque part est soulagé de cette prise de position de l'État, de définir des règles du jeu. Encore faudra-t-il que l'État ait les moyens de veiller au respect des règles du jeu, mais c'est un autre sujet. Oui, tout à fait, tout à fait. Et parallèlement, le gouvernement a également annoncé vouloir réduire les soldes 6 à 4 semaines. Il est vrai que, en plus des soldes, existent aujourd'hui les ventes privées, le Black Friday, et puis c'est sans compter évidemment les innombrables promotions pratiquées par les divers sites internet. N'y a-t-il pas justement trop de périodes comme ça de promotion aujourd'hui qui fait que finalement, eh bien, le consommateur, il va attendre le moment le plus adéquat pour acheter que ce soit son saumon fumé ou sa paire de chaussures? Ben oui, complètement. On retrouve ici le conflit entre ce qui est rationnel à l'échelle individuelle, ce qui devient irrationnel, ou en tout cas contre-productif, à l'échelle collective. Mais on en est arrivé à un point où effectivement, on est dans un cercle vicieux dont il est extrêmement difficile d'arriver à sortir, sauf intervention réglementaire. Pourquoi? Parce qu'une enseigne qui déciderait de ne pas rentrer dans cette logique-là, de faire moins souvent de la promo, d'essayer de convaincre que ces prix sont justes, et donc il n'y a pas de gras pour les réduire. C'était par exemple la stratégie pendant très longtemps de Darty. Darty ne faisait pas de solde, Ikea non plus, quelques promos ponctuels, mais pas de solde, pas de moins 40. Une enseigne qui jouerait ça aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le jargon du marketing anglo-saxon le everyday low price, c'est le bas prix tous les jours. Eh bien, une enseigne comme ça serait pénalisée. Parce que nous, consommateurs, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes devenus des addicts à la promo. Parce qu'on a l'impression que si on achète au prix normal, on se fait avoir. Donc, une enseigne qui jouerait pas ce jeu-là, eh bien, ne vendrait pas, donc elle pratique des promos. Et nous, consommateurs, plus on voit qu'il y a des enseignes qui jouent les promos avec des rabais importants et sur des durées de plus en plus longues, avec des modalités variées, plus on est incité à acheter en promo. Et ce qui incite les enseignes à continuer de le faire, et ce qui incite les consommateurs à continuer d'acheter ainsi. Vous voyez que nous nous renvoyons la balle et on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre, puisque d'année en année, et les 70% d'Intermarché en sont une bonne illustration, on va de plus en plus loin dans cette logique infernale avec tous les effets collatéraux que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui, et justement, Philippe Moati, est-ce que l'État ou alors eh bien une organisation institutionnelle en France a un levier, un moyen de justement retenir les géants du net tels que Amazon qui pratiquent des promotions défiant toute concurrence? L'État peut-il justement demain dire à Amazon, voilà, vous arrêtez les promotions à moins 50, moins 60, moins 70% ou il ne le peut pas? L'État en a certainement les moyens. Alors, vous savez que entre le texte d'une loi, d'un décret d'application et son application, on a Le temps souvent est long. des surprises. J'ai en tête ouais, et puis non seulement le temps est long, mais la loi ne prévoit
est rarement en mesure de tout prévoir et il reste toujours des failles. Ouais, et souvent, même quand il n'y a pas de failles, ça produit des effets qu'on n'imaginait pas. J'ai en tête la loi Galland de 1996 qui cherchait à pacifier les relations, enfin rééquilibrer les relations entre les distributeurs et les industriels. Ça a eu des effets complètement inattendus, très inflationnistes, et c'est les consommateurs qui ont payé l'addition. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais personne n'avait anticipé ces effets-là. Donc quand l'État se mêle de ces questions-là, euh, c'est tellement complexe et avec tellement d'effets indirects, on n'est jamais certain de l'effet que ça peut avoir. Ceci dit, ça ne peut venir que de lui. On imagine mal une organisation professionnelle qui déciderait de règles de ce type-là parce que ça pourrait passer comme étant anticoncurrentiel. Parce que c'est une manière de réduire aussi la concurrence entre les enseignes sur le terrain des prix, qui est pourtant traditionnellement qui est supposé apporter le plus de bien-être aux consommateurs. En général, l'État intervient quand il n'y a pas assez de concurrence par les prix. Là, si vous voulez, ça donne l'apparence d'une surconcurrence par les prix. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal d'en appeler à l'État pour venir réduire ce qui, en principe, se fait au bénéfice des consommateurs. Mais clairement, les effets négatifs dont j'ai parlé tout à l'heure pourraient justifier une intervention de l'État. Est-ce que cette intervention pourrait être efficace, notamment à l'égard des géants du net, dont le centre de gravité, on sait bien, n'est pas national, il est mondial, et ont des stratégies d'optimisation qui pourraient passer par exemple par le fait de vendre à travers des plateformes étrangères. Enfin, on imagine assez bien comment ils pourraient trouver des moyens de contourner. Je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que si on n'essaye pas, on n'en sortira pas. Donc, je pense que c'est sain que l'État s'engage dans cette direction. La réduction des périodes de solde, c'est gadget, hein, parce qu'en réalité, je pense même que ça peut entretenir cette dynamique dont on est en train de parler, puisque les 2 dernières semaines de solde ne servaient à rien, parce que ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus rien dans les magasins à vendre en solde. Donc, au contraire, ça va libérer 2 semaines pour faire autre chose, d'autres opérations commerciales quoi, et promotionnelles. Mais malgré tout, on a quand même ici deux mesures récentes qui montrent que le gouvernement actuel se soucie de ces questions-là. Et je ne trouverais pas illégitime qu'après vouloir avoir régulé les promotions dans la distribution alimentaire pour les impacts que ça a sur les producteurs dans l'agriculture, ça ne serait pas absurde qu'on s'intéresse de nouveau au régime des soldes des promotions dans le commun du commerce, quoi. Alors, deux autres sujets, Philippe Moiti, pour terminer cet entretien. Le premier, c'est Leclerc. Leclerc qui prépare actuellement le lancement de Leclerc chez moi dans Paris, et puis on imagine pour le futur dans d'autres grandes villes de France, un service de commande qui promet des courses moins chères que les anciennes de proximité, livrées à domicile ou récupérées dans des points de retrait physiques. Et Monoprix, dans le même temps, serait en train de préparer un accord avec le géant américain Amazon. Là aussi, il y a une bataille énorme qui se joue autour de cette livraison à domicile, une bataille qui risque de faire rage puisque Leclerc promet des prix bien moins élevés que ceux pratiqués actuellement. Oui, oui, il y a quelque chose de cocasse à voir tout ça en si peu de temps. Parce que moi qui commence à être un vieux de la vieille par rapport à l'histoire de la grande distribution, je me souviens très bien quand le e-commerce est apparu et a commencé à faire ses premiers pas. Le consensus était de dire c'est très bien pour un certain nombre de produits, mais ça sera jamais pour l'alimentaire, quoi. Jamais pour l'alimentaire. On disait même d'ailleurs ça sera jamais pour l'habillement, parce que vous comprenez, il faut essayer les vêtements, etc. Bon, on a vu que finalement, quasiment tous les secteurs de la consommation y sont passés, sauf l'alimentaire. Et nos géants de la grande distribution continuaient de dire, mais non, c'est pas possible pour l'alimentaire, pour de très bonnes raisons, et notamment pour le dernier kilomètre, parce que la livraison chez les clients générait de tels coûts que finalement, on serait obligé de vendre cher. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que les consommateurs sont, dans cet univers de consommation, particulièrement sensibles au prix. Donc on s'est réfugié derrière cette idée. On avait créé des sites des cybermarchés, mais on n'avait pas beaucoup investi dessus, on les laissait vivoter sans faire le forcing, jusqu'au jour où Amazon s'intéresse à l'alimentaire, d'abord aux États-Unis puis en France. Et non seulement il s'intéresse à l'alimentaire, mais il ne le fait pas du tout de la même manière que nos distributeurs traditionnels, il part vraiment du client, et essaye de comprendre comment on peut simplifier la vie des clients sur des achats qui font pas plaisir, hein. Il y a à peu près les 2 tiers des Français qui nous disent que faire leurs courses alimentaires, ça leur fait pas plaisir, quoi. Et Amazon qui se met à inventer un tas de dispositifs. Alors, il y a la livraison en 1 heure, hein, Prime Now, il y a les boutons Dash qui permettent de faire venir des produits, des consommables quasiment automatiquement, il y a les logiques d'abonnement, il y a les assistants personnels, enfin bref, un tas de dispositifs qui nous arrivent en très peu de temps, qui ont pour objectif de simplifier la vie des gens sur le réapprovisionnement de produits banals. Et je trouve très dommage que ces innovations qui font bouger le cocotier aujourd'hui soient venues d'Amazon et des géants du numérique, et que nos distributeurs qui avaient toutes les clés en main pour être les leaders de ce renouveau du commerce alimentaire aient laissé passer le coche parce que ils étaient incapables de voir plus loin que leur modèle économique standard. Donc aujourd'hui, ils essayent de rattraper le retard.
C'est très bien, c'est très bien. On verra s'ils en sont capables, parce que en la matière, le retard, il est difficile à récupérer. Et je trouve que le fait que Monoprix envisage de s'associer à Amazon pour rentrer dans cette logique servicielle, c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein, c'est-à-dire débarrasser enfin apporter aux clients des solutions efficaces à leurs problèmes du quotidien, c'est quelque part se jeter dans la gueule du loup. C'est un aveu d'échec, c'est-à-dire une incapacité à s'organiser par soi-même pour arriver à être performant en la matière, et ils vont nourrir la bête, ils vont l'aider à acquérir des effets de dimension, à renforcer, à amortir leurs infrastructures, à collecter encore plus de données, et finalement devenir les maîtres du jeu du commerce. Et ça sera cocasse de voir que finalement on s'achemine dans une situation où les distributeurs qui ont mené la vie dure à leurs fournisseurs depuis des décennies sont en train de devenir les fournisseurs des plateformes numériques, et qui se feront traiter aussi mal lorsque ces plateformes deviendront un point de passage obligé pour accéder au client final. Eh oui, et alors si Monoprix eh bien, risque de se faire manger peut-être tout cru par Amazon, Carrefour et Alexandre Bompard souhaitent faire de la résistance. La semaine dernière, vaste plan social annoncé qui vise à restructurer l'entreprise française. Carrefour qui chute à la 9e place du classement mondial de la grande distribution en 2018, alors qu'au début des années 2000, Carrefour était 2e. Et oui, et ben voilà, je crois que le monde change, et le rythme du changement est en train de s'accélérer pour ce secteur en particulier, et on est confronté ici à un classique de l'économie des organisations. C'est que une organisation, ça naît dans un certain contexte qui détermine son ADN, ses modes de fonctionnement, ses visions du monde, une manière de penser son métier, de penser ses process, etc. Et souvent, ces organisations ont du mal à relever les changements qui interviennent dans leur environnement. Elles sous-estiment la portée, elles tardent à mesurer, enfin à prendre la mesure des changements que ces transformations imposent. Et donc c'est une forme d'inertie mentale, si vous voulez. Et une fois que l'inertie mentale est vaincue, eh bien, une autre inertie gêne l'adaptation, c'est l'inertie des organisations, c'est l'inertie des compétences. Typiquement, dans la grande distribution, on avait une économie de la puissance qui faisait la force d'un distributeur, c'était sa puissance d'achat, sa taille, c'est sa capacité à générer des économies d'échelle. Et on voit bien que dans le commerce qui se profile, au diapason de l'économie du XXIe siècle, la compétitivité, elle va reposer sur des compétences de plus en plus sophistiquées, et ici des compétences dans la capacité à capter des données très riches, et à en tirer de l'intelligence pour bâtir des propositions de valeur qui sont en résonance avec les attentes des clients. Donc quelque chose de très très différent de ce qui était le fondement de l'activité de nos distributeurs. Et j'ai bien peur qu'il y ait eu du retard à l'allumage, un sérieux retard à l'allumage, on vient de le dire sur le e-commerce alimentaire, et qu'aujourd'hui remonter la pente avec les concurrents qu'il y a en face, c'est pas des startups, c'était des startups quand il était temps d'y faire face, si vous voulez. Aujourd'hui, ce sont des géants qui disposent de moyens colossaux. Il me semble que le pari va être très très difficile à relever. Et bien voilà, affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup Philippe Moati d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université Paris Diderot, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Et puis je vous invite à lire son blog philippe-moati.com pour justement suivre au gré des actualités toutes et bien, effectivement les nouvelles de la grande distribution. Merci beaucoup Philippe Moati. Merci à vous.